là-dessus, j'interviendrai là-dessus. Concernant les incubateurs, il y en a pas mal. Bon, il y a le classique et l'Impact Hub qu'on connaît tous, qui est un réseau d'incubateurs essaimés à travers le monde. Il y a Startup Lisboa. Il y en a un autre, on l'entend très peu, c'est le BTI. Ouais, je sais, Oui, on bien l'a sûr. visité. Mais Voilà. BTI devait pas même être au Hub Creativo Beato. On m'avait dit que ça allait peut-être Bah, il a se déménagé. rejoindre sur ce grand projet. Il a déménagé. Il n'était pas dans le Saldagna, donc les locaux ont déménagé. Ils ont énormément de compétences en interne, clairement. Les anciens lieux étaient magnifiques, les nouveaux sont juste superbes. Et le gros problème, c'est qu'en fait, c'est que ça manque de communication entre tous les incubateurs. Voilà. Voilà. C'est Oui, ouais, la force. Ce qu'il ouais. faudrait, c'est les réunir au sein, je sais pas dire, au sein d'un même lieu, au sein d'une même entité, mais au moins qu'il y ait des activités en commun. Ouais. Voilà, qu'on ait des activités en commun, parce qu'il y Ouais. a plein d'entrepreneurs français au sein du bétail. Voilà. Absolument, absolument. Ouais, enfin, après, effectivement, sur BTI, d'abord, ils ont fait un job extrêmement consistant. C'est clairement des partenaires de French Tech Lisbonne. Donc là, donc c'est que ce soit Pedro Rochavier, Ricard Marvin, c'est typiquement les personnes avec qui on a de fortes affinités, connexions. Et puis, ils ont eux-mêmes fait un magnifique travail, justement, sur plusieurs choses. Donc, ils sont incubateurs, mais ils ont un pôle d'accélération qui est quand même très, très fort. Moi, il y a une startup de French Tech Lisbonne qui était Celo, qui a été accélérée par eux sur le pôle énergie, en quelque sorte, et qui a eu accès à des clients comme l'EDF, comme TEPCO, qui est l'opérateur électrique japonais. Donc, c'est pareil, BTI illustre un peu ce côté, même de Lisbonne, même de Saldagna, je peux faire un bond et trouver un client à des milliers de kilomètres de là, sur les programmes d'entreprise aussi qui sont effectivement très, très inspirants, et puis des événements. Donc, absolument, je pense que là-dessus, à tout niveau, il y a de bons exemples, de très, très bons exemples, très bons ancrages qui permettent justement de beaucoup pousser cette économie de développement. Là où je dirais qu'il y a des complémentarités avec la France, donc c'est aussi le sujet d'aujourd'hui, c'est le fait que l'écosystème au Portugal est extrêmement dynamique, est en forte croissance, etc. Il manque encore des expertises pointues sur des verticaux. Donc, et là où la France, effectivement, comme marché beaucoup plus grand, etc., a vraiment, et c'est pour ça que les écosystèmes euh, convergents peuvent trouver des complémentarités, c'est précisément là-dessus. Quand on parle de IA, quand on parle de data, quand on parle de IoT, par exemple, ce sont des domaines où, en France, en Allemagne, en Angleterre, il y a vraiment des vrais experts. Donc, ça veut dire quoi pour les startups? Ça veut dire que, comme startup, je peux avoir dans mon board, je peux avoir dans mon advisory board des personnes qui peuvent rajouter de l'intelligence. Et l'un des vrais sujets de croissance de start-up, c'est précisément ça. Comme patron de start-up, non seulement le Gus travaille quand même 12, 14 heures par jour, il n'a pas le temps de s'alimenter avec de la matière grise extrêmement riche, etc., etc. Et donc, c'est pour ça qu'un des points, et là où la French Tech Lisbonne pourra avoir un rôle là-dessus, et Bruno aussi a un rôle là-dessus, c'est précisément d'identifier, je pense que ce qui est clair dans une logique transfrontalière, c'est vraiment d'identifier les compétences à croiser en fonction de verticaux déterminés. Et là, ce croisement est une énorme richesse pour tout le monde. Pour ceux qui sont dans le banc, parce qu'ils vont s'enthousiasmer avec un entrepreneur qui a des idées super bonnes. Pour l'entrepreneur aussi, parce qu'il va être coaché, il va être accompagné, on va lui apporter même des clients, c'est très important aussi. Et c'est là où justement un écosystème plus mature comme le français, plus de pesanteur, plus de poids aussi est complémentaire d'un écosystème qui est dans une dynamique aussi, mais aussi dans une plus grande jeunesse, donc dans une plus grande dynamique. Voilà. Et du coup, souplesse. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, effectivement, nous, on le voit parce que je suis en train de mettre en place des coopérations, notamment, je prends l'exemple de Saint-Quentin, qui est une agglomération qui porte la robot numérique, qui en plus a accueilli un incubateur Bioratech. Donc, on est en train de travailler avec le nord du Portugal, parce que c'est vrai que même dans l'identification, on parle beaucoup d'incubateurs sur Lisbonne,
un petit peu Porto, on ne parle pas de Braga et Aveiro, qui ont aussi des compétences intéressantes. Et c'est justement en faisant des saisons croisées, en plus la saison croisée France-Portugal s'y prête. Moi, je suis en train de créer, en fait, dans les villes qui vont postuler à la saison croisée, une route. À chinois, c'est la route de la soie. Moi, je suis en train de mettre une route du digital. Et du coup, je suis en train de maquer en fait des territoires du Portugal, des territoires de ma région qui ont plus un incubateur Baratec et des axes stratégiques bien précises. Et du coup, à travers ces coopérations, ça permet vraiment de mieux nous connaître des deux côtés, puis de voir aussi quelles sont les forces et les faiblesses de chaque côté. Et du coup, je pense que ça peut être que positif. Et c'est ça la force, je pense, que du Portugal, c'est qu'il apprend très vite aussi. On parlait, avant, on parlait pas du Portugal, on en parle depuis l'histoire du tourisme, et puis après du volontarisme du gouvernement. Mais bon, effectivement, c'est récent, c'est quoi? C'est 10 ans maintenant. Par rapport à une France mais en même temps, le Portugal, peut-être que nous, on a pris trop de temps avec, on parle des phases aussi disruptives d'innovation. Portugal, ils sont peut-être passés aussi plus rapidement au portable, à l'équipement, avec aussi des possibilités. On parle aussi des banques où on peut faire plein de choses aussi avec sa carte bleue. Voilà, il y a peut-être plus de, il y a eu, je veux dire, plus de, le moment de l'innovation est peut-être arrivé au moment, un moment propice qui du coup permet aussi au Portugal d'être très innovant et que nous, avec un système peut-être plus académique, comme je disais tout à l'heure, peut-être un peu plus difficile, mais quoi qu'il en soit, on a effectivement en France des très bons systèmes, on a des très bons incubateurs, on est leader aussi sur certains sujets. Il faut aussi qu'on garde notre recherche. Cette problématique aussi, c'est comment en France on arrive à garder aussi nos experts, mais on a aussi en France des experts et des chercheurs de très haut niveau. Et on doit travailler peut-être plus aussi le transfert technologique, justement, de nos laboratoires qui sont plus publics avec nos startups. Et ça, c'est un vrai sujet en France. Il y avait un très bon reportage hier qui était complément d'enquête en deuxième partie sur France 2 sur l'Ifremer, sur la manière dont l'Ifremer est approché de manière agressive par différents pays, notamment la Chine, pour récupérer de la technologie. Après pour revenir au Portugal, on n'en parlait pas plus tard qu'hier, c'est que la technologie, le pays s'est ouvert tardivement. Certaines technologies étaient là. Donc, il y a eu un choix qui a été fait, on va dire, d'attendre un peu, de miser sur certaines nouvelles technologies. On le voit, c'est sur le déploiement de la fibre optique au Portugal. Mmh. Ouais, voilà, il y a des pays en Europe qui n'ont pas encore Internet dans certains villages. Ah, ça, c'est, oui, alors qu'au Portugal, on va dans n'importe quel petit troquet, on a Internet. 81% des Portugais utilisent l'Internet. Ça a été 50% des achats en an aussi au Portugal. Donc, on voit effectivement, il y a une culture, on parlait de culture tout à l'heure, on a une culture d'utilisation d'Internet qui est développée au Portugal. Alors que nous, c'est vrai que la difficulté, à chaque fois qu'on va à un restaurant, il faut toujours demander, avoir le code, machin. Au Portugal, on est toujours surpris que même dans les petits villages, on a accès partout à Internet, quoi. Donc, c'est un vrai atout aussi, ça c'est clair. C'est d'ailleurs curieusement un projet dans lequel j'ai participé, le lancement de la fibre au Portugal. Et à l'époque, le Portugal est un des premiers pays en Europe à retenir la technologie Huawei chinoise, qui est au cœur de toutes les polémiques depuis quand Trump a décrété que la Chine était son ennemi numéro 1. Voilà, et puis avec les usages, nous en France, on est en train de dire en ce moment, même les investisseurs comme les banques de territoire BPI, on est en train de terminer, on va dire, la fibre. Maintenant, le vrai enjeu, ce sont les usages du numérique. Et je pense que les Portugais sont rentrés peut-être plus rapidement sur les questions d'usage. Ouais. Voilà, avec beaucoup de designers aussi, très bons designers aussi au Portugal. Et voilà, il y a cette culture-là de l'usage qui est très, très forte aussi au Portugal. Il y aura aussi des vrais changements, c'est-à-dire qu'il y a la prise de conscience quand même, cette crise ou ce contexte a fait faire quand même, a été un vrai électrochoc. Je pense qu'il y a encore pas mal de politiques qui doivent méditer sur ce qui s'est passé en novembre, décembre aux États-Unis, où il y a quand même, ils sont tous aperçus que le patron de Facebook ou le patron de Twitter pouvait se permettre un certain nombre de libertés, bien ou pas bien, hein, je ne sais pas qu'ils aient fait bien les choses, mais en quelque sorte, on s'aperçoit de plus en plus de l'influence croissante des moyens digitaux, des médias digitaux sur des choses aussi simples que du vote électoral. Effectivement, des choses qui sont positives positives, des choses qui sont essentielles dans ce nouveau monde, va être de la part du continent européen, des plaques en quelque sorte continentales, de penser à ce qui permet de s'autonomiser, de ne pas dépendre des autres, etc. Moi, j'espère que l'Europe
Et je pense que va vraiment va développer ces coopérations transfrontalières au sein de l'Europe, parce que jusqu'ici, on avait quand même l'impression que l'Allemagne jouait pour elle, que la France aussi, de temps en temps, jouait aussi pour elle, etc., etc. Donc, on était un peu dans un puzzle où chacun tirait dans son coin, et qu'il y aura des vrais sujets. Donc, typiquement, les sujets, c'est sécurité alimentaire, c'est autonomie sanitaire, qui est vraiment important aussi, qui est vraiment surgi. On aura probablement de la sécurité, puisque les Européens, pendant des dizaines d'années, ont été protégés par les Américains. Et les Américains, à un moment donné, peuvent se dire, écoute, ça coûte cher, ou bien si ça coûte cher, vous devez quand même commencer à payer un peu plus. Donc, les vrais sujets vont être à peu près là. Et ce qui est vraiment souhaitable, c'est que puissent surgir maintenant, dans les prochaines années, des vrais champions américains, des vrais challengers. On parlait effectivement de l'hégémonie de la culture américaine dans le monde occidental. Et c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas de vrai réseau social européen, on aura évidemment des questions d'influence qui vont se répéter. Et c'est pour ça aussi que maintenant, à nous, Européens, et c'est pour ça que l'initiative de Bruno, de French Tech Lisbonne, de Entreprendre.pt, etc., enfin, inscrire l'initiative dans un panorama qui est chaque fois plus européen, qui dépasse simplement l'impact sur la vie ou sur l'impact sur la petite communauté, est vraiment fondamental. Et puis aussi, faire que, c'est ce qu'on fait régulièrement avec Entreprendre.pt, et puis maintenant avec Bruno, c'est entendre que dans nos landerneaux respectifs, donc Bruno a naturellement cette vision aussi, qui est, on en parlait un petit peu ce matin, on a un devoir de s'entendre avec tout le monde, et on a un devoir de comprendre toutes les synergies possibles qu'on peut tisser avec les différents groupes. Alors, c'est vraiment important. On peut tout faire, on a cette force, comment dire, tu as cité Emploi.pt, tu as cité Entreprendre.pt, moi je suis membre du bureau. Ouais. Et c'est ce qu'on doit faire, c'est qu'en fait, on a cette intelligence collective, on est un certain nombre d'acteurs sur le Portugal. Autant s'unir entre la France, le Portugal et même d'autres pays francophones et donner un coup de pied dans la fourmilière et faire décoller toutes ces synergies. Absolument. Alors, les questions sont toujours les mêmes. À quoi on sert déjà? Chacun définit un peu sa mission pour lui-même. Donc, quelle est la communauté que l'on sert? Quels sont les gens qu'on va servir? Quel est le profil des gens qui viennent chez Entreprendre.pt? Quel est le profil des gens qui viennent chez French Tech Lisbonne? Et encore plus intelligent, quel est le profil des gens qui viennent aux deux? Parce qu'il n'y a aucune raison de… Parce que des fois, on en retrouve. C'est aussi bête que ça, ou qui, à la limite, reste dans une communauté, dans une autre, mais qui partagent ensemble. À un moment donné, on se rencontre, on partage ensemble, etc. C'est la démarche que fait Bruno dans son exercice, qui est justement entre les Hauts-de-France et puis le Portugal, de trouver des communalités. Il y a une communauté très forte portugaise historique maintenant en France, donc on en est des émanations, j'en suis une émanation, Bruno aussi, etc. Et ça, c'est vraiment important. Et en même temps, on se sent très français, il n'y a pas de doute là-dessus non plus. Et puis, maintenant, le curieux de l'histoire, c'est qu'il y a plein de Français qui ont décidé de choisir comme pays le pays de leur concierge, enfin de leur concierge quand ils étaient enfants, hein, ou de leur femme de ménage quand ils étaient enfants aussi, ou de leur maçon quand ils étaient enfants. Et tout d'un coup, ils ont choisi. Il y a 20 ans en arrière, je disais, moi j'ai choisi Ultra-Lisbonne, les gens me regardaient, mais ça va pas la tête. Non, mais qu'est-ce qui t'arrive de faire ta carrière ailleurs quand même? Je suis un peu inquiet pour toi. Puis maintenant, c'est quand même devenu autrement plus naturel. Non, mais c'est ça. Il y a une vision du Portugal par les communautés portugaises qui sont arrivées en immigration dans les années 60-70. Et en fait, ils ont entretenu une vision du Portugal qui était au moment où ils ont quitté le Portugal, donc avec le folklore, voilà et tout. Et alors que le Portugal évoluait, et c'est vrai qu'il y a eu un changement de mentalité. C'est aussi lié aux attentats qu'il y avait eu notamment au Maroc, qui était une destination aussi touristique privilégiée. Donc les gens se sont reportés vers le Portugal. Et là, ils ont découvert un pays qui était au-delà de leurs préjugés, on va dire, et de l'idée qui se faisait. Et notamment, on peut prendre l'exemple des autoroutes, mais on en parle souvent, mais bien au Portugal, c'est des capteurs pour les autoroutes. Et je pense qu'aujourd'hui, je dis toujours, les meilleurs ambassadeurs, c'est pas moi en tant que consul dans ma région, ce sont ces Français qui sont allés au Portugal, qui entraînent leurs amis pour aller en vacances, qui valorisent ce pays. Et là, il y a eu un changement. Il y a un changement de vision qui se rejoint même aujourd'hui au sein de la communauté.
qui était parce que bon, la communauté portugaise aussi, il fallait pas faire de vagues, on était intégrés, il y avait une sorte de chape de plomb aussi des parents sur les enfants qui avaient quitté le Portugal au moment d'un régime dictatorial, mais aussi pour échapper au service militaire. Et je voyais, moi, les plus difficiles à convaincre, c'était pas les Français qui avaient découvert le Portugal, c'était ces Portugais d'origine qui, non, voilà, et puis de ce coup, eux-mêmes, grâce à cette dynamique, prennent aujourd'hui confiance en eux et qui parlent un peu plus du Portugal, qui en sont aujourd'hui aussi des meilleurs ambassadeurs. Et c'est vrai que je pense que c'était lié peut-être aussi aux préjugés qu'on pouvait avoir aussi sur la communauté portugaise. Voilà, aujourd'hui, il y a une fierté, il y a une fierté qui est là et on a des bons ambassadeurs français. Et ça, c'est un élément capital aussi. Mais Alors, après, sur la souveraineté, je suis d'accord avec toi. Le vrai enjeu aujourd'hui, c'est la souveraineté numérique européenne. Alors, ça Ouais. bouge beaucoup au niveau européen. C'est pas normal aussi que des élections, ça se joue dans des fabriques en Russie. Voilà, c'est comment on a une identité aussi. Et cette identité, moi, je la ressens parce que je vois qu'il y a François Salamone, je porte un accélérateur de la transition verte et numérique. Et on sent aujourd'hui qu'en plus, il y a un besoin de sens au niveau la technologie pour la technologie, ça ne nous intéresse pas sans être décroissant. C'est notre innovation, à quoi ça peut servir pour la planète et pour l'homme. Et c'est ça on sent qu'il y a cette culture de l'innovation positive, elle est très présente au sein des entrepreneurs du digital aussi.